Pêcheurs compétiteurs depuis une dizaine d'années, Loïc Rimasson et Thierry Théodin viennent s'entraîner à la pêche au cou sur l'étang de Loïc à Pontorson. Les truites arc-en-ciel de l'étang permettent aussi de tester le matériel. Loïc, là on est en entraînement. Oui, tout à fait, oui. Alors, matériel de compétition, ça a l'air relativement évolué. C'est évolué, oui, tout à fait. Ouais. Ça a beaucoup évolué. Ouais. On utilise actuellement du carbone. Hein. Ça a la faculté d'être un matériau très, très rigide, très, très solide, relativement léger aussi, parce qu'on pêche avec des cannes de grande longueur. Maintenant, on atteint des distances de 14,50 m en compétition, principalement. Donc c'est vrai que c'est un atout, quoi. On allie la légèreté, la solidité et la rigidité. Alors avant le carbone, le bambou? Il y avait le bambou, ouais, effectivement. Ouais. Il y a eu des cannes en bambou, donc on atteignait des longueurs de cannes de 5 mètres à peu près. Bon, il y a eu aussi l'avènement de la fibre de verre, donc là ça a révolutionné, il y a eu une grande révolution quoi, par rapport au bambou. Hein. Mais c'était télescopique ou emmanchement déjà? Il y avait télescopique et il y avait emmanchement. Il y a eu télescopique et il y a eu emmanchement. Le emmanchement, c'était une petite révolution dans la pêche. Tout à fait, dans la pêche, ouais. Surtout ça permettait d'utiliser des lignes beaucoup plus courtes. Avoir une longue bannière, on ne permet pas un contrôle de la ligne relativement correct. Quoi. Évolution. C'est le mot-clé pour évoquer le matériel de pêche de ces dernières années. Il y a bien sûr les cannes, fabriquées aujourd'hui avec des matériaux modernes, mais aussi les sillons creux, avec élastique intérieur, ainsi que tout le matériel dont ont besoin les pêcheurs compétiteurs. Alors on a gagné en légèreté avec les cannes, mais je crois qu'on a gagné aussi en confort avec les paniers sièges. Maintenant, comme on voit ce modèle de panier siège là, tout est installé dessus. Quoi. On a tout le matériel adéquat, on a tout à portée de main en fait. Quoi. On n'a pas besoin de bouger de place. En restant assis à sa place, on dispose de tout ce dont on a besoin. Quoi. Repose-canne, on dispose aussi de plateaux qui sont adaptables, qu'on peut adapter dessus. Hein. Donc, des accessoires qui permettent de fixer la bourriche aussi sur le panier siège, directement au panier siège, un ponton intégré. Donc c'est vrai que ce qui amène quand même un confort de pêche relativement important et qui n'est pas négligeable, surtout en compétition où on doit quand même faire preuve de rapidité et de ne pas chercher son matériel. La compétition participe effectivement à l'évolution du matériel. Tout est étudié pour améliorer la rapidité et l'efficacité lors d'une compétition. Le seul inconvénient notoire de ces cannes, c'est leur fragilité. Elles doivent être manipulées avec précaution. Pour mettre toutes les chances de son côté, Loïc organise de manière ordonnée chaque étape de ses pêches. Donc là, j'ai les lignes qui sont déjà montées, toutes prêtes. Alors deux lignes sur un plioir? 2 lignes sur un plioir. Ça me permet d'en mettre un peu plus. Ce sont 2 mêmes lignes. Hein. Elles font exactement la même longueur, le même grammage. Donc en fait, ça me permet d'avoir la même ligne. Si j'en casse une, je peux reprendre la ligne qui est identique. Quoi. Et je la mets sur le même plioir. Pour une question de rangement, de facilité, ça me permet d'avoir moins de plateaux à transporter, moins de matériel à transporter. Quoi, en fait, hein. Donc tout un éventail de... Tout un éventail, tout un panel de lignes. Quoi. J'ai à peu près plus d'une centaine de lignes, 100-150 lignes de montée. Quoi. Pour pouvoir couvrir effectivement toutes les pêches. Quoi. Le monde de la compétition, là, la pêche de compétition, c'est une passion. C'est plus qu'une passion. C'est pas comme ça. Hein. C'est plus fort que ça. Je crois qu'il faut même faire attention au niveau familial, de ne pas déborder. Parce que ça prend beaucoup de temps dans la semaine. Entre chercher son verre de vache, chercher son fouillis. Hein, les préparations d'amorce, à la limite, regarder ce qu'on a, monter les lignes, ça fait beaucoup de soirées dans la semaine. Hein. Rouge sang.
Passionné au point d'y consacrer tout son temps libre, Loïc s'est lancé aussi, il y a maintenant 5 ans, dans la fabrication de ses propres flotteurs. Une activité à laquelle peu de pêcheurs s'adonnent. Pourquoi tu les fabriques toi-même? Bon, je les fabrique moi-même par plaisir déjà, par plaisir, et pour pêcher avec du matériel que je construis, enfin que je fabrique, quoi. Voilà. Alors pour fabriquer ces flotteurs, il nous faut comme matériel principal une petite perceuse ou un moteur quelconque, généralement une Dremel ou une Maxicraft, enfin peu importe la marque, un variateur et un flexible qui va nous servir pour usiner le balsa. C'est assez pratique, c'est assez flexible, c'est pratique pour usiner, quoi. Alors j'utilise une lame de scie à métaux pour couper mon balsa, j'utilise un pied à coulisse, j'utilise quelques petits outils là, pour usiner mon balsa avec de la toile émeric collée dessus. J'utilise un compas à pointe sèche, j'utilise une petite ponceuse, une pince, une pince coupante, une pince, voilà, quelques pinceaux et un réglet. Alors les matériaux utilisés, j'utilise principalement du balsa pour fabriquer mes flotteurs. J'utilise aussi de la corde à piano, inox. J'utilise aussi du risan dressé ou un autre matériau, ça peut être de fibre de verre ou plastique. J'utilise aussi de la colle glu pour coller mon balsa sur mon bout de corde à piano. J'utilise aussi des œillets pour pouvoir passer le fil dans le flotteur. J'utilise de la bague silicone en face finale. J'utilise aussi de la peinture, si je veux peindre mes flotteurs ou pas. Et j'utilise comme du diluant pour durcir la surface du flotteur, du balsa, parce que le balsa est un bois très tendre. Et comme diluant, j'utilise de l'acétone. Voilà les principaux matériaux utilisés pour la fabrication des flotteurs. Je prends mon balsa, je prends un petit bout de corde à piano que j'ai déjà préalablement coupé. Cette corde à piano, je vais la rentrer dans ce balsa. Préalablement, j'ai percé un trou dans mon balsa, centré si possible. Donc je vais prendre ma glu. Je vais apposer un peu de glu sur cette corde à piano. Donc là, j'essaie d'introduire dans le trou, voilà, en essayant de ne pas me coller les doigts. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc je vais prendre mon petit membrin. Je vais fixer mon balsa sur ce membrin. Voilà. Donc j'appose mon petit tronçon de balsa sur le support. Je vais prendre mon outil et je vais commencer à usiner mon balsa. Le dégrossissement alors. Ça c'est le dégrossissement, oui, tout à fait. Là j'utilise un papier de verre qui est assez gros pour dégrossir. Disons que je vais lui donner une forme, la forme voulue. Comment tu choisis la forme que tu vas donner à ton flotteur? Enfin, pourquoi? Pourquoi? Je choisis la forme suivant la pêche que je vais pratiquer. On peut pratiquer une forme boule pour des pêches dans des cours d'eau assez rapides, tels des fleuves, les rivières à courant assez soutenus. On a des formes poires pour des courants moyens ou des courants lents, voire en étant en plan d'eau aussi quand il y a du vent. Et on peut avoir des formes allongées aussi pour les plans d'eau quand l'état de surface de l'eau est très, très, très calme et tout. Ça me permet d'avoir une sensibilité beaucoup plus accrue, quoi. Voilà. Et donc ça te permet aussi de personnaliser certaines formes? Tout à fait, ça me permet de personnaliser certaines formes, quoi. Alors le dégrossissement est fait? Le dégrossissement est fait, là. Donc là, je vais passer une étape qui est assez importante, c'est-à-dire que je vais prendre les caractéristiques du flotteur proprement dit, quoi, du corps du balsa. Moi, je note ça sur un cahier que j'ai sous la main, toujours, où là, où j'ai noté mon diamètre de balsa que j'utilise, c'est-à-dire que le diamètre du flotteur, j'ai la longueur du balsa, j'ai aussi le diamètre de l'antenne, le diamètre de la quille, la longueur de l'antenne, la longueur de la quille, et généralement, ça, la portée vient après les essais que je fais sur l'eau, quoi. Donc, où je note ma portée de flotteur.
Donc tu sais, avec la longueur, le diamètre et la forme du flotteur, Tout à fait, oui. quel grammage il aura? Quel grammage il aura, quoi. Bon, approximatif, bien évidemment, comme c'est du travail manuel et que c'est à vue. Donc, mais en général, ouais, on approche à quelques centièmes de grammes près la portée du flotteur. Et donc là, sur quel modèle tu penses être parti? Là, je suis parti sur un modèle qui va faire 2 grammes, à peu près. 2 grammes de portée. Donc là, j'ai utilisé mon compas à pointe sèche et mon pied à coulisse pour prendre les mesures et contrôler les mesures de mon diamètre de balsa et de ma longueur. Donc avec le compas à pointe sèche, donc là pour un flotteur de 2 grammes, ça fait 28,65. Donc là, je vais régler mon pied à coulisse pour un diamètre de 14. Donc là, ça passe juste. Donc le diamètre est bon. Ça passe sans trop forcer, en contact et la longueur est bonne. Donc voilà, le flotteur est terminé. Enfin, l'usinage est terminé. L'étape prochaine va être d'y coller une quille et de coller une antenne sur ce flotteur. D'y mettre aussi l'œillet pour passer et voir le peindre si besoin est, et de mettre le fondur isolant pour étanchéifier ce balsa, parce qu'on ne peut pas bien évidemment l'utiliser tel quel. Le petit bout de corde à piano s'enlève assez facilement, hein, en utilisant la pince, avec une pince, hein, en le serrant un peu, un petit tour, et voilà, c'est décollé. Donc là, je rentre à peu près un petit centimètre de quille dans le corps du flotteur. Donc là, je vois qu'il y a un peu de jeu. Quand il y a un peu de jeu comme ça, j'utilise justement cette poudre que j'ai usinée pour grossir le diamètre de ma quille. Donc là, j'en ai récupéré dans une petite boîte. Je vais apposer de la colle sur ma quille de flotteur. Donc sinon, la quille flotterait un peu dans le flotteur. C'est ça, la quille flotterait dans le flotteur. Et c'est pour permettre aussi de centrer au plus juste la quille par rapport au flotteur. Hein, parce qu'on voit que c'est un petit peu de jeu. Donc au niveau du centrage, hein, pour l'équilibrage, c'est important quand même pour un flotteur d'avoir quelque chose de très bien équilibré, que ce soit bien dans l'axe de l'antenne et de la quille, quoi. Donc c'est pour pouvoir ajuster de façon optimale. Hein. Donc j'appose un peu de colle, il y en a un peu trop. Voilà. Que j'enlève l'excédent de colle, les petites gouttes. Et je trempe dans cette poudre. Je roule entre les doigts. Et j'ajuste sur mon flotteur. Je vais coller aussi mon antenne sur le flotteur. Quelques gouttes suffisent. Je contrôle le centrage. Voilà. Donc voilà le flotteur presque terminé. Donc là, je vais prendre mon œillet. Donc là, je vais appliquer mon fondure. Je vais passer ma première couche de fondure et je vais attendre que ça sèche pour pouvoir appliquer les autres couches. Combien de couches à peu près? Bon, je mets à peu près 4 couches de fondure, hein, de vernis. Hein. Pour nous montrer, donc tu vas pas le laisser sécher pendant 48 heures. Non, bien évidemment. Donc, tu vas continuer à travailler dessus. Donc je vais continuer à travailler dessus pour vous montrer comment se passe la finalisation du flotteur. Tu peux nous montrer comment on peint une antenne? Et bien évidemment. Alors c'est une peinture qu'on trouve assez facilement? Oui, ils vendent des peintures fluorescentes dans le commerce, hein, généralement du rouge et du jaune. Hein. Voilà les peintures les plus utilisées, quoi. Alors qu'est-ce qui manque maintenant à ce flotteur? Donc ce qui manque à ce flotteur, maintenant, il lui manque les bagues qu'on va poser sur la quille pour pouvoir le fixer sur sa ligne. Donc là, j'ai préalablement coupé mes petits bouts de gaine que je vais disposer sur la quille de mon flotteur.
une chose et une étape importante, c'est de marquer effectivement la portée de son flotteur, parce que si on ne le marque pas, on ne saura pas quelle portée il fait. Donc je vais prendre un marqueur. Ce que j'utilise, moi, c'est un marqueur avec une encre indélébile en permanent, et je marque la portée du flotteur. Et à la préparation, justement, il faut tenir compte de tous ces petits détails pour avoir du succès, justement, en compétition. Parce que chaque détail compte. Aujourd'hui, Loïc participe à une compétition sur l'étang de Torigny dans la Manche. Les participants sont venus très nombreux et certains viennent de très loin. Cette compétition est organisée par un fabricant d'amorces. Le temps de pêche imparti pour chaque participant est de 2 heures. Et en 2 heures, il faut prélever le maximum de poissons blancs. C'est un excellent moyen pour Loïc de tester l'ensemble de son matériel, mais aussi d'avoir un œil critique sur lui-même, sur sa pêche et sur sa façon d'évoluer par rapport aux autres concurrents. Alors Loïc, ça a donné aujourd'hui? Bon, ça a pêché un petit peu, on a fait quelques poissons, hein, quelques brèmes, quelques gardons et de la petite plaquette. Mais bon, les conditions ne sont pas réunies pour faire des très belles pêches, quoi. Il y a du vent, le vent est de nord-nord-est, et puis il fait froid, quoi. Il fait froid, il n'y a pas de soleil. Et au niveau de la technique, de la compétition, qu'est-ce qui fait la différence dans une compétition entre les pêcheurs? Entre les pêcheurs, bon, il y a déjà la place, bien évidemment, le choix de l'amorce, hein, la distribution de l'amorce, le choix de la ligne aussi qui est très important. Hein. Donc le type d'hameçon avec lequel on va pêcher, lèche aussi, bien évidemment. Bon, c'est tout un tas de paramètres comme ça, de petits détails qui font qu'on réussit ou on ne réussit pas. Beaucoup d'organisation et de tactique, des bons choix de pêche, mais aussi, comme dans tout concours, une part de chance indéniable. Tu dis que le choix de la place est prépondérant pour... C'est tiré au sort, hein, les places sont tirées au sort, hein, donc on ne choisit pas où on va se mettre. Hein. Mais quelquefois, oui, effectivement, il y a des secteurs où ça mord beaucoup plus que d'autres. Hein. Tout dépend de la saison. Et la profondeur La profondeur, oui, tout est bien évidemment. Hein. Encore quelques prises avant le début de la pesée, qui annonce la fin de la matinée. Les juges passent alors de candidat en candidat, et c'est au tour de Loïc. « 1720. Un kilo 720 est un résultat tout à fait satisfaisant. Bonjour. Le premier est cependant loin devant avec 3 kg 220. Loïc se classera 7e sur 60 participants. Loïc, ainsi que tous les participants, démonte et range son matériel. Il prête une attention toute particulière à cette opération
pour ne pas abîmer le matériel très onéreux. Comme une canne comme celle-ci avec quelques kits, avec 3 ou 4 kits, il faut compter à peu près dans les 16 000 francs. Quoi. Donc c'est quand même 16 000 relativement francs. cher. Ouais. Plus les déplacements. Plus les déplacements, plus le panier siège, l'amorce, les èches et tout ça. Donc c'est vrai que ça revient relativement assez cher. Là, c'est pas de chez nous, on est à peu près à 80 km de chez nous, mais on peut faire des compétitions jusqu'à 100, 200, voire 400 km, dans l'est de la France, dans le centre, dans le nord. On se déplace beaucoup. Est-ce qu'on peut chiffrer pratiquement une saison En une saison, il faut compter à peu près dans les... bon, sans l'achat du matériel, bien évidemment, il faut compter à peu près dans les 15 000, à peu près 15 000 francs. Quoi. D'entraînement en compétition, Loïc s'améliore en permanence. Le résultat, de toute manière, n'est pas une fin en soi. Ah oui, c'est la passion. Là, franchement, il faut être passionné pour pouvoir pratiquer la pêche comme ça.